il y a deux grandes transformations, deux grands changements qui ont marqué le Québec d'une manière très profonde. C'est d'abord évidemment la démocratisation du système d'éducation qui a fait que depuis 50 ans, les Québécoises et les Québécois ont pu accéder à l'enseignement en grande partie gratuit, à l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, sans discrimination, et sur la plus grande partie, sur tout le territoire du Québec. Et le deuxième grand changement, c'est la déconfessionnalisation, qui a été un changement majeur. La déconfessionnalisation a été absolument nécessaire à la démocratisation. Il est apparu très clairement au début des années 60, au début de la Révolution tranquille, que l'on ne pouvait pas démocratiser notre système d'éducation en maintenant les structures confessionnelles que nous avions à l'époque. Parce que ces structures confessionnelles, elles étaient nécessairement de soi discriminatoires et elles ne pouvaient pas favoriser l'ensemble des étudiants et des familles de toute la population québécoise. Je dirais que ce qui a lancé la déconfessionnalisation, ce sont les années 1967, 68, 69. Ces 3 années, elles sont charnières dans l'histoire du Québec parce que c'est dans ces 3 années qu'ont été créés les 30 premiers cégeps. C'est dans ces 3 années qu'a été créé le réseau des universités du Québec. Si bien que dans ces 3 années, 67, 68, 69, nous avons établi au Québec notre système d'enseignement supérieur, collégial et universitaire. Ces 3 années sont magiques, en quelque sorte, dans notre histoire. Et en même temps qu'elles sont magiques, ce sont les années où l'on a pour la première fois institué des institutions neutres, laïques, parce que quand on a créé les cégeps, on les a créés comme institutions laïques. Quand on a créé l'Université du Québec, on l'a créée comme laïque. Et l'Université Laval et l'Université de Montréal, à leur tour, se sont laïcisées. C'était le premier mouvement de déconfessionnalisation. La suite, évidemment, comme on le sait, a été plus lente. La déconfessionnalisation des écoles primaires et secondaires était beaucoup plus lente. Elle a pris quelque chose comme 35 ans à se faire, à cause en particulier de l'opposition des protestants, qui ne voulaient pas perdre l'autonomie de leur commission scolaire protestante, à cause aussi en partie des catholiques, qui voulaient maintenir ce qu'ils appelaient des écoles à statut catholique. Mais au primaire et au secondaire, pendant 35 ans, nous avons vécu dans un système très particulier parce que les structures étaient confessionnelles, les commissions scolaires étaient confessionnelles, les écoles avaient pris un caractère confessionnel ou gardé un caractère confessionnel, mais dans la réalité, l'enseignement n'était plus confessionnel. Pour une raison bien simple, c'est qu'en particulier au secondaire, quand on a créé les polyvalentes, on est allé chercher des enseignants qui étaient tous des laïcs, et non seulement qui étaient tous des laïcs, mais des enseignants qui avaient à l'époque des convictions religieuses très variées. On avait, dans les premières polyvalentes, des nouveaux professeurs qui tout à coup étaient athées. On n'avait jamais vu cela. On avait des professeurs qui étaient maoïstes, il y en avait d'autres qui étaient trotskistes, il y en avait d'autres qui étaient très catholiques. Il y avait donc une variété de professeurs, de convictions religieuses chez les professeurs. Je dirais que la déconfessionnalisation a d'abord respecté la diversité des convictions religieuses de l'enseignant, mais surtout aussi les convictions religieuses des étudiants. Et cela, c'était le départ de la déconfessionnalisation. C'est vraiment ce principe, et c'est ce que j'appelle pour moi le principe fondateur de la déconfessionnalisation, c'est le respect des convictions religieuses des élèves, des étudiants, des parents lorsqu'il s'agit des écoles primaires et secondaires, et j'ajoute des collègues. Et c'est ce principe qui, à mon avis, a fait que depuis 50 ans, nous avons assisté à une déconfessionnalisation qui s'est faite non sans difficulté, non sans opposition, mais sans crise grave. C'est ce principe qui, à mon avis, est le principe fondateur de notre système démocratique, de notre démocratie scolaire. Ce qui me frappe depuis quelques années,
c'est que ce principe est remis en question et que maintenant, on veut accorder priorité aux convictions religieuses des enseignants. Je suis absolument opposé à ce virage à 480 degrés, qui pour moi est très grave. Je suis opposé pour au moins 3 ou 4 raisons. La première, c'est que, bien sûr, ce qui va dans le sens de ce qui s'est passé depuis 50 ans au Québec, c'est plutôt la laïcisation, la neutralité complète des institutions publiques, scolaires en particulier. C'est la trame. Ce n'est pas le principe du respect de l'instituteur ou de l'institutrice. C'est le principe du respect des élèves, des étudiants, des professeurs et des collègues. C'est ce grand principe. Et je trouve qu'en ce moment, on est en train de renier ce principe en quelque sorte, ou on propose de le renier. Mais pour ma part, je pense que c'est aller à contre-courant de ce qu'a été et de ce qu'a voulu la société québécoise et en particulier le milieu scolaire depuis 50 ans. Deuxièmement, dans les années 60, 70, 80, on a laïcisé, déconfessionnalisé notre système d'éducation. Ça s'est terminé dans 2000 à peu près, 1997-2000. On l'a démocratisé parce qu'on s'était rendu compte que la société québécoise, la population québécoise était pluraliste dans ses convictions religieuses. Eh bien, si, en 1970, il fallait respecter le pluralisme, a fortiori aujourd'hui, parce que le pluralisme religieux d'aujourd'hui, il est sans commune mesure, avec le pluralisme que l'on observait dans les années 60-70. Dans les années 70, on était étonné tout à coup au Québec de constater que chez les Canadiens français, nous n'étions plus unanimement catholiques. Je me souviens du choc qu'a produit en 1960 la création du mouvement laïque de langue française. Je me souviens d'un article fameux de Gérard Pelletier, qui à l'époque était journaliste au Devoir et qui était directeur de la nouvelle revue qui s'appelait Cité Libre, un article qu'il avait intitulé « Feu l'unanimité ». Et Pelletier s'étonnait que tout à coup, au Québec, des Canadiens français se présentaient comme athées, ou encore des familles canadiennes françaises catholiques refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école catholique parce qu'elle était trop catholique. Eh bien, le pluralisme aujourd'hui, il est tellement sans commune mesure avec ce pluralisme des années 70. Troisièmement, je considère que on ne peut pas, dans l'état actuel de fragmentation religieuse que nous connaissons maintenant, car c'est le paysage religieux dans lequel nous sommes maintenant. Les grandes religions catholiques et protestantes ne sont plus sur la place publique, ni dans le pouvoir public comme elles étaient. Le paysage religieux d'aujourd'hui, c'est celui d'une fragmentation, et d'une fragmentation qui s'en va de plus en plus vers l'avenir dans ce sens-là. Et dans ce paysage de fragmentation, je considère que le respect des minorités religieuses, parce que c'est elles maintenant qui sont sur la place, le respect des minorités religieuses exige l'égalité entre les minorités religieuses. Si l'on accepte que une religion à l'école soit plus présente, soit plus visible qu'une autre, je crois qu'on manque de respect à l'endroit des minorités religieuses. Parce que la neutralité de l'État, la neutralité religieuse, veut dire que l'on ne favorise aucune religion. Or, si l'on accepte que des enseignants ou des directeurs d'école portent des insignes religieux, on favorise, on offre l'occasion à une religion, entre autres, peut-être à d'autres aussi, d'être plus présente. Or, ce qui est remarquable, c'est que, sociologiquement parlant, les religions ne sont pas égales entre elles. Il y a des religions plus riches que d'autres, il y a des religions qui ont plus de pouvoir politique que d'autres, il y a des religions qui ont plus d'adhérents que d'autres, il y a des religions qui sont plus visibles que d'autres. Le catholicisme a été une religion beaucoup plus visible que le protestantisme, qui était une religion très discrète. Aujourd'hui, c'est l'islam qui est la religion visible, qui veut être visible. Et
c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et à mon avis, il faut éviter, bien sûr, que ce projet de loi apparaisse et soit anti-islamique, parce que c'est très important qu'il ne le soit pas. Il se trouve que la conjoncture religieuse actuelle accorde à l'islam une visibilité que les autres religions n'ont pas. À mon sens, la neutralité des institutions publiques et des écoles publiques, de tout le système d'éducation publique, la neutralité que nous avons établie depuis 50 ans exige que l'on tienne compte de ces inégalités et que les institutions établissent une égalité entre toutes les religions dans l'institution publique, qu'elles ne favorisent aucune des institutions, aucune des religions. Merci. Merci beaucoup, M. Rocher. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. M. Rocher, merci d'être présent aux travaux de la Commission. Votre présence est grandement appréciée. Que vous puissiez nous faire bénéficier de vos commentaires, de votre expérience et de vos observations en lien avec le projet de loi. Et c'est un honneur pour les membres de la Commission de vous recevoir ici. D'entrée de jeu, vous avez dit, on a débuté dans les années 60 au niveau de la déconfessionnalisation des écoles, particulièrement avec les cégeps, avec les universités. Est-ce que vous diriez que le début de la sécularisation de la société québécoise débute avec le système scolaire? Est-ce que vous diriez que le début de la déconfessionnalisation de la société québécoise a commencé avec le système scolaire? Je le crois, vraiment. Oui. Je pense que c'est dans le système scolaire qu'on a compris le plus rapidement à cette époque que l'avenir économique du Québec exigeait un système d'éducation démocratique et pour cela un système d'éducation non confessionnel. Okay. C'était très clair. Je me souviens qu'un jour, on demandait à Jacques Parizeau qu'est-ce qui a le plus contribué à transformer le Québec? Et Jacques Parizeau a dit, mais c'est la démocratisation du système d'éducation. Si on n'avait pas fait cette démocratisation du système d'éducation, on serait très loin en arrière. On n'aurait pas le Québec d'aujourd'hui, bien sûr, ni sa prospérité, ni sa culture. Et en même temps, il fallait vraiment que, si on voulait démocratiser, il fallait déconfessionnaliser. Et cela, je tiens à le dire, c'est fait évidemment, ne s'est pas fait si facilement que cela. Il y avait des oppositions. Les catholiques avaient leur opposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, les protestants aussi, et d'autres. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas eu de grave crise. Nous connaissons en ce moment une crise beaucoup plus importante que ce que nous avons connu en 1970. Et je crois que la raison pour laquelle nous n'avons pas connu de crise à l'époque, c'est parce que la notion de démocratie était beaucoup plus présente dans la population québécoise, dans l'idéologie québécoise qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la démocratie est un peu prise comme un acquis, comme une institution qui est là. Alors que dans les années 60, 70, la démocratie était prise comme un projet d'égalité, un projet de solidarité. Et donc, j'ai entendu beaucoup d'enseignants religieux et de religieuses me dire, nous acceptons la grande transformation que vous nous imposez pour la démocratie, pour la démocratisation. C'était, je dirais, c'était le mot de passe en quelque sorte. Et c'est en ce sens que l'opposition, finalement, c'est de plus en plus réduite. C'est qu'au cours des 50 années qui sont passées, on s'est rendu compte que la démocratisation, de plus en plus, se faisait en déconfessionnalisant toutes les institutions. Bien sûr, les commissions scolaires confessionnelles, bien sûr, pour des raisons constitutionnelles,
pour la protection des protestants. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, la semaine dernière, M. Gérard Bouchard est venu en commission parlementaire nous dire qu'il ne demandait qu'à être convaincu que les enseignants ne devraient pas porter de signes religieux. Il nous disait, écoutez, si j'ai des données empiriques, je suis ouvert à ce qu'il y ait une interdiction au niveau du port de signes religieux pour les enseignants. Qu'est-ce que vous diriez à M. Bouchard en lien avec la nécessité pour lui d'avoir ces données empiriques-là avant d'interdire le port de signes religieux pour les enseignants? Pour les enseignants, parce que, tout d'abord, je dois dire que M. Bouchard demande des preuves scientifiques de l'influence possible. À ce sujet, ce que comme chercheur, je vais vous dire, c'est que si ces preuves n'existent pas, c'est parce qu'il n'est scientifiquement pas possible de les faire. Je crois que, et là je parle en tant que chercheur qui a travaillé beaucoup dans le milieu scolaire, primaire, secondaire, cégep, je crois que la recherche que demande M. Bouchard, elle est méthodologiquement à peu près impossible à faire pour qu'elle soit scientifiquement valable et pour qu'on arrive à des conclusions que l'on peut appeler probantes. Et même si, parce que une telle recherche ça ne pourrait pas se faire tout simplement en distribuant des questionnaires aux garçons et aux filles des écoles. Il faudrait que cette recherche, elle implique les parents, elle implique les enseignants. Il faudrait surtout qu'elle soit longitudinale, c'est-à-dire qu'on puisse suivre une génération pendant plusieurs années pour savoir combien de temps, sur quelle période de temps dure cette influence ou ne dure pas cette influence. Or, au bout de la ligne, ce qu'on pourrait dire à ceux qui ont fait la recherche, c'est que vous avez fait une recherche sur une génération. Mais maintenant, voilà que nous avons affaire à une autre génération. Votre recherche n'est plus valide pour la génération actuelle. Donc, moi je dis, non, ce n'est pas possible de faire une recherche scientifique. Donc, ne demandons pas cela. Ma réponse à M. Bouchard serait la suivante. Je crois que, en l'occurrence, il faut recourir à ce que l'on appelle le principe de précaution dans les recherches sur l'environnement et la santé. Le principe de précaution, il est le suivant, c'est qu'on dit, dans l'état d'incertitude, il faut protéger contre les risques possibles. Et je crois que cela s'applique en ce qui concerne l'école, en ce qui concerne les signes religieux. Dans l'incertitude, il faut protéger les élèves et les autres collègues aussi, et les parents, contre l'effet possible. C'est le principe de précaution qui est utilisé dans le monde de la santé, dans le monde de l'environnement. Et scientifiquement parlant, c'est un principe très important à la fois de politique scientifique et de science. Monsieur le ministre. Oui, je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Je reviendrai, Monsieur le Président. Alors, Madame la députée de Bellechasse, s'il vous plaît. Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi de vous remercier, M. Rocher, d'être là parmi nous aujourd'hui. C'est fort intéressant. J'ai bien lu votre mémoire et c'était très intéressant aussi. J'ai constaté que vous aviez une solide expérience, vous avez fait beaucoup de recherches et vous avez partagé, vous vous êtes questionné, vous avez partagé vos connaissances sur des sujets qui, sans être pareils, avaient des grandes similarités. J'ai constaté à la page 4 de votre mémoire où vous vous exprimez sur le respect des convictions religieuses, qui est un gage de justice et d'équité pour toutes les religions. Ainsi, vous soutenez que dans une école, aucune religion ne devra avoir plus de visibilité qu'une autre et puis que cette conception fait référence, en fond, à l'institution, à l'école. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est... j'aimerais vous entendre au sujet des enfants et des enseignants. En fait, ce que je veux savoir, c'est que, de votre point de vue de sociologue, qu'est-ce qui, dans le rôle des enseignants et dans leur relation avec les enfants, fait en sorte qu'on devrait systématiquement s'abstenir de signes religieux dans nos institutions? Moi, j'ai enseigné pendant 60 ans. J'ai toujours cru que j'avais de l'influence.
sur les étudiants que j'ai enseignés. Et je pense qu'on m'en fait la preuve presque chaque jour quand je rencontre mes anciens étudiants. Une influence intellectuelle, mais une influence aussi d'exemplarité. Bon. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à croire que des signes religieux qui sont portés par le personnel enseignant ou par la direction de l'école n'ont aucune influence sur les enfants, sur les adolescents, à un âge où l'on est influençable, beaucoup plus que les étudiants que j'avais à l'université. Donc, oui, je considère... bon, bien sûr, c'est très difficile à faire la preuve de l'un d'un côté ou de l'autre. C'est ce que je viens de dire. À mon sens, c'est inutile de faire appel à des preuves scientifiques. Elles sont impossibles d'un côté comme de l'autre. Si elles existaient, d'ailleurs, ces preuves, je pense que les recherches auraient été faites. Mais ce qui montre bien qu'elles sont très peu probables, scientifiquement peu probables, c'est que la recherche n'a pas été faite. Et je ne suis pas certain qu'un organisme subventionnaire serait prêt à subventionner un tel projet de recherche qui pourrait durer longtemps, plusieurs années, et qui serait peut-être pas plus valable au bout du compte. Voilà ma position. J'ai fait, je le disais, j'ai fait beaucoup de recherches sur le terrain dans des écoles primaires, secondaires et des cégeps. Une école, un cégep, c'est une institution qui vit d'une manière très dynamique. Chaque école a sa culture, chaque cégep a sa culture. Quand j'entre dans un cégep pour aller donner une conférence, je touche une nouvelle culture. Et les enseignants entre eux ont une dynamique. Et je dirais que cette dynamique, elle est fondée sur le respect les uns des autres, et ce respect des uns des autres, je crois qu'il exige le respect des convictions religieuses de chacun. Parce que il est bien évident que dans une école secondaire aujourd'hui, nous avons affaire à des enseignants qui ont une pluralité de convictions religieuses. Et dans les écoles primaires et secondaires, quand un enseignant est devant sa classe, il a devant lui ou elle des enfants qui ont des convictions religieuses différentes, mais surtout dont les parents ont des convictions religieuses différentes. Et aujourd'hui, en 2019, des parents qui envoient leurs enfants à une école publique neutre ont le droit de s'attendre à ce que leurs convictions religieuses soient respectées. Et il y a des parents qui ont des convictions religieuses très fortes. Il y a des parents qui sont athées, qui sont très convaincus de leur athéisme. Il y a des parents qui sont témoins de Jéhovah. Il y a des parents qui sont mormons. Il y a des parents qui sont bien catholiques. Je pense que la diversité, le pluralisme des convictions religieuses des parents et des enseignants exige le respect de tous par l'égalité du traitement. Merci beaucoup. Monsieur le député de Chapleau, s'il vous plaît. Président, merci, Monsieur Rocher. Dans une entrevue que vous avez accordée au journal Le Devoir, vous rappeliez, c'est-à-dire que lors de l'adoption de la Charte de la langue française en 1977, les débats étaient assez vigoureux. Vous en rappelez. Mais on le sait, aujourd'hui, la Charte fait quand même consensus et est quand même célébrée. Quel parallèle pouvez-vous tirer avec les débats actuels qui ont cours entourant le projet de loi 21 et ceux de l'époque? Puis quelles leçons vous tirez à ce moment-là? Désolé. Donc, quel parallèle pouvez-vous faire avec les débats actuels qui ont cours entourant le projet de loi 21 et les débats de l'époque entourant la loi 101? Et quel, dans le fond, enseignement vous tirez de cela? Oui, bien sûr, la loi 101 n'était pas de tout repos, évidemment. Et ce que le gouvernement du Québec de l'époque était accusé de nier les droits
pas tellement des anglophones, mais surtout des émigrants. Et le projet de loi 101, évidemment, a suscité beaucoup d'émoi parce que, il faut dire qu'en 1977, quand il a été présenté, nous venions de vivre 10 années d'une grande crise linguistique. Une crise linguistique qui s'est déclarée en 1967, lorsque la Commission scolaire de Saint-Léonard a voulu que tous les enfants tous les enfants des familles italiennes aillent à l'école française. C'était le point de départ de la grande crise linguistique qui a duré jusqu'en 1977. C'est bien que nous avions un climat depuis 10 ans de crise qui était très important. Et qui a en quelque sorte éclaté autour de la loi 101. Parce que la loi 101, bien sûr, était celle qui allait le plus loin que tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent pour la francisation du Québec. Et en ce sens, c'était une loi profondément sociale. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la députée Marguerite Bourgeois, j'aurais besoin d'un consentement pour allonger 7 minutes à la séance. Consentement? Merci beaucoup. Madame la députée Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Rocher, d'être ici. C'est un grand honneur pour l'Assemblée nationale de vous recevoir, dans la commission aussi. Vous êtes un des grands citoyens de la nation québécoise et vous avez travaillé depuis très, très, très longtemps. On ne dira pas nécessairement en quelle année vous êtes né, mais il y a beaucoup de gens... 1924. J'ai 95 ans et 24 jours. Exactement. Et c'est vous qui le dites. Alors, écoutez, je pense qu'on peut tous être très, très fiers de votre contribution à la pensée et d'avoir quelqu'un d'aussi engagé à l'âge, pourrait-on dire, vénérable de 95 ans. Ben, il y a de quoi faire des biographies et je sais que votre biographe est ici et bon, c'est très, très important. Ceci dit, on peut avoir des questions, des points de vue et tout à l'heure, le ministre m'a presque volé une de mes questions qui était d'aller vers votre grand ami intellectuel aussi qui est venu, Gérard Bouchard, et qui, lui, qualifie le projet de radical et il dit que, bon, effectivement, là, entre chercheurs universitaires, on peut discuter longtemps de ce qui est prouvable, non prouvable, etc. Et vous dites que le principe de précaution devrait prévaloir parce que c'est à peu près impossible de construire un modèle de recherche qui pourrait d'avance dire, voilà, l'hypothèse, c'est que l'enseignante au hijab en 4e année va influencer à long terme l'étudiant X ou Y. Ceci dit, vous savez encore bien mieux que moi le nombre de combats qu'on fait des minorités au cours des décennies, et c'est pas pour rien qu'en 1975, la Charte québécoise des droits et libertés, qui a précédé la Charte canadienne, est arrivée. Et il y a eu des combats énormes, entre autres, je vais donner qu'un seul exemple, et je veux vous entendre là-dessus, parce qu'il y a plusieurs droits et libertés qui sont protégés dans la Charte. C'est pas seulement le droit et liberté de la religion, mais il y a aussi l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui a fait énormément, évidemment, les gens ont dû faire de très grands combats. Et maintenant, c'est acquis qu'il ne peut plus y avoir de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Mais quand vous parlez de respect et que la visibilité peut inclure un manque de respect, ben qu'en est-il du parallèle qu'on pourrait faire avec l'identité de genre qui peut s'afficher très, très bien chez un enseignant, une enseignante, et auquel cas, comment procéderiez-vous pour être équivalent et juste et équitable entre le respect et l'égalité de l'identité de genre, le respect et l'égalité de l'identité de religion? Parce que est-ce qu'on va dire à tout le monde de s'habiller pareil et de ne pas avoir l'air plus d'une identité de genre que d'une autre? La même neutralité devrait-elle pas s'appliquer à la religion et à l'identité de genre à ce moment-là? Parce que, à mon avis, il y a quand même une importante différence, c'est que
nous sommes dans la neutralité religieuse de l'institution publique. Le genre, c'est autre chose, je pense, bien sûr. Mais là, ce qui est en jeu depuis 50 ans, c'est principalement les convictions religieuses. Les convictions religieuses ne sont pas banales, je dirais. Bon. Pour ma part, en tout cas, je ne dirais pas que les religions, que la religion est supérieure à toute autre chose, à toute autre valeur. Je crois qu'il y a des gens pour qui la politique est plus importante que la religion. Il y a des gens pour qui l'environnement est plus important que la religion. Il y a des gens pour qui le genre est plus important que la religion. Je le concède. Mais depuis quelques années, bien sûr, ce à quoi nous avons assisté, c'est une fragmentation de la société, à la fois religieuse et, comme vous dites, civile aussi, où les minorités se sont multipliées. Et la situation dans laquelle, à mon avis, pour l'avenir, parce que c'est l'avenir qu'il faut envisager, la situation dans laquelle nous sommes engagés, c'est que nous avons à bien aménager nos rapports entre la majorité et les minorités. Et c'est le grand problème devant lequel nous sommes, à la fois en ce qui concerne la religion, mais aussi plusieurs autres choses. Et en ce qui concerne la religion, on peut dire que, par exemple, en ce moment, la majorité des Québécois n'appartient pas à une minorité religieuse. Ils sont plus ou moins catholiques, plus ou moins protestants, ou très catholiques, ou très protestants, mais la majorité n'appartient pas aux minorités religieuses. Il est donc très important pour l'avenir de s'assurer que les relations entre la majorité et les minorités religieuses sont équitables et paisibles. Or, à mon avis, la manière de réussir cet avenir, c'est d'établir une neutralité totale dans l'école, en particulier, entre autres, pour que une religion ne soit pas plus favorisée que l'autre. Que ce soit par sa visibilité, par sa présence, par toute autre chose. Or, c'est vers ça qu'on s'en va si on n'adopte pas ce projet de loi. Et c'est ce qui m'inquiète. Moi, je serais bien inquiet si ce projet de loi n'était pas adopté. Je serais inquiet pour l'avenir parce que je serais inquiet pour les rapports entre la majorité au Québec et les minorités. Et je dirais même pour les rapports entre les minorités entre elles, parce que qu'une minorité soit favorisée, c'est au dépens des autres. Et donc, moi, je dis, le respect de toutes les minorités suppose une égalité de traitement de toutes les minorités. Merci beaucoup. Madame la députée, s'il vous plaît. J'ai écouté avec attention votre réponse et j'avais toujours ma question en tête et à peu près tout ce que vous avez dit s'applique à ma comparaison parce que on pourra jamais, il n'y a personne ici dans cette enceinte et dans la société qui ne dira pas qu'il y a eu de très, très grandes batailles menées pour la question de la non-discrimination eu égard à l'orientation sexuelle et que si on parle d'un mot que certains ont prononcé, vous ne le prononcez pas, mais je vais le prononcer moi, le principe de précaution contre quoi? Contre une sorte de prosélytisme que pourrait avoir le fait d'une enseignante qui porte un signe religieux. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de parents qui auraient pu s'inquiéter, peut-être moins maintenant, mais peut-être pas, d'un prosélytisme lié à l'orientation sexuelle. Il va ou elle va influencer mon enfant. Et donc, vous êtes sociologue, vous savez la question de ce qui est, vous le dites très bien d'ailleurs, qu'il y a des religions plus visibles que d'autres, il y a peut-être des identités de genre plus visibles que d'autres aussi, et j'essaie encore de comprendre la différence et pourquoi alors il ne faut pas homogénéiser autant dans un droit et liberté que dans l'autre. Pourquoi c'est si important de ne pas exposer à une liberté de religion, mais que c'est pas grave d'exposer à une autre liberté? Je ne mesure pas, si vous voulez,
le degré d'égalité ou le degré de risque des deux côtés. Vous avez raison de poser la question. Je pense que dans un autre contexte, on pourrait reparler des problèmes de respect des genres. C'est en effet un nouveau problème social, bien sûr, tout à fait. Mais à mon sens, ça n'atteint peut-être pas les convictions profondes des parents autant que la religion. C'est le sentiment que j'ai, en tout cas. La religion atteint des sensibilités, touche des sensibilités, à mon sens, beaucoup plus fortes que l'attitude à l'endroit du genre. Je pense que dans le contexte actuel, précisément où il y a, on ne peut pas le nier, il y a un retour du religieux qui est important en ce moment. Il y a un retour du religieux et il y a une possibilité de reconfessionnalisation des écoles primaires et secondaires. C'est vers ça qu'on pourrait aller. Et, bon. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît. Non, merci d'être là, Monsieur Rocher. Moi, mon comté, c'est Bourassa-Sauvé, Montréal-Nord, donc j'ai vraiment une panoplie de diversité de toutes sortes. Et là, la commission scolaire me dit qu'il y en a pas, il y a quand même quelques femmes qui portent le voile et qui enseignent, mais il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude des parents. Et il y a justement ce que vous dites d'un respect des convictions de chacun, des convictions religieuses de chacun. Qu'est-ce que vous répondez à cette commission scolaire qui dit il y a des femmes voilées, mais chez nous, il n'y en a pas de problème? Je dirais que c'est peut-être vrai pour le présent, mais un projet de loi comme celui-ci est pour l'avenir. Et moi, je considère que l'incertitude est du côté du laisser-faire, à mon sens, hein, beaucoup plus. C'est-à-dire que l'incertitude est du côté de ceux qui acceptent que la religion entre dans l'école par des signes ostentatoires. Et dans cette perspective-là, je dirais aussi que la Commission scolaire de Montréal, elle devrait se réjouir de ce projet de loi parce que c'est elle qui a le plus gagné de la déconfessionnalisation. C'est elle qui a hérité de l'ancienne Commission scolaire catholique. Et c'est elle qui maintenant a l'ensemble d'une partie de la ville de Montréal sous son autorité. S'il y a une commission scolaire au Québec qui a profité de la déconfessionnalisation, c'est bien la commission scolaire de Montréal. Merci beaucoup. Les commissions... Monsieur le député, désolé, le temps file très rapidement. Monsieur le député Jean Lesage, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Rocher, pour votre présence. L'effet que vous pensez qu'aura sur les élèves le port d'un hijab, par exemple, par leur enseignante, concrètement, ce serait quoi? Quel est l'effet que vous pensez, quel est l'effet concret que vous pensez que le port du hijab va avoir sur des élèves? Le premier effet, me semble-t-il, c'est que la personne qui porte cet insigne religieux a une foi religieuse. Cela est quand même bien important. Cela veut dire que parmi les autres enseignants, il y a 7 personnes qui ont une foi religieuse très particulière. Quand j'étais au collège et que tous mes professeurs portaient des soutanes, et que parfois je me demandais si Dieu existait ou que l'enfer existait, je pensais à ces hommes qui manifestent leur foi en Dieu et en enfer par tous les signes qu'ils faisaient. Donc, c'est un signe de foi. Cela veut dire quelque chose pour des jeunes, surtout des adolescents.
ce n'est donc pas insignifiant. Il y a une signification. Et en tant que sociologue, on a quand même des études qui montrent que le vêtement parle. Le vêtement a une signification. Et les signes que l'on porte sur un vêtement ont une signification. Et une signification qui ne doit pas être prise à la légère, surtout quand c'est une signification religieuse. Monsieur le député, s'il vous plaît. Il serait conforme à votre pensée de dire que ce signe-là pourrait rendre les enfants plus religieux ou plus croyants. Est-ce que c'est ce que vous dites? Je m'excuse. Est-ce que vous dites, au fond, que ça pourrait rendre les enfants plus croyants? Ça peut... c'est-à-dire qu'au dépend d'autres religions. Parce que si une religion s'affiche, c'est au dépend d'autres religions. Ça peut être au dépend de la religion des parents. Parce que vous avez des enfants dans une classe dont les parents sont témoins de Jéhovah, vous avez des parents dont les parents sont mormons, des parents sont catholiques, et l'enfant est devant un enseignant qui manifeste sa foi en l'islam. Bien, il y a un écart important un écartèlement pour l'enfant entre les croyances de sa famille et ce que l'école publique, en principe neutre, vient lui offrir comme témoignage. Et c'est là que je trouve qu'il y a une contradiction grave en ce qui concerne la neutralité de l'État et la neutralité des institutions religieuses. Merci beaucoup. Monsieur le député de Matane-Matapédia, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. C'est un immense privilège pour moi comme parlementaire de m'adresser à vous et d'échanger dans le cadre de ce projet de loi. C'est un des plus grands intellectuels du Québec moderne. Vous avez collaboré, amené vos lumières sur le rapport Parent, sur la loi 101 également, dont vous êtes le co-rédacteur. Sachez que la Charte de la langue française, ce n'était pas unanime à l'Assemblée nationale, vous vous en souvenez certainement. Je vous annonce sans être un devin que ce sera encore le cas pour ce projet de loi. Les gens qui s'opposaient à la loi 101, dans bien des cas, seront les mêmes. Des années plus tard, avec des arguments un peu différents, qui s'opposeront à ce projet de loi. Et je veux saluer deux éléments que vous amenez dans votre mémoire qui font de vous un acteur toujours très actuel de notre vie politique. D'abord, pour les parlementaires, vous nous donnez une indication importante. Il faut légiférer pour l'avenir. De quoi sera fait le Québec dans l'avenir? De davantage de diversité. Et souvent, on se fait dire, quels sont les cas qui existent présentement? C'est une question légitime. Mais quelle sera l'évolution du Québec? Et là, un sociologue peut nous amener cet éclairage. Alors, j'apprécie cette indication de légiférer pour l'avenir, d'être capable de prévoir ce que sera le Québec. Et l'autre importante, c'est que les religions ne sont pas toutes égales, dans le sens que certaines ont des signes ostentatoires visibles, d'autres non. Et en ce sens, celles qui sont visibles occupent davantage d'espace, l'imaginaire des jeunes. Et on ne parle pas assez souvent de la liberté de conscience des enfants et des parents. Alors, en ce sens, pouvez-vous m'indiquer comment vous voyez, vous qui avez prédit et analysé le Québec depuis des années, ce que vous voyez, ce que le Québec sera au cours des prochaines années, et pourquoi c'est important de prévoir dès maintenant un certain nombre de mesures pour assurer la cohésion sociale au Québec, notamment dans les écoles? Bien, ce qui m'apparaît pour l'avenir, c'est que la grande tendance dans laquelle nous sommes engagés, c'est celle de la fragmentation religieuse, en particulier en ce qui concerne les religions. Il est bien clair que l'avenir n'est pas à l'unité religieuse. Le consensus fidelium, c'est fini. Ce vers quoi nous allons, c'est les religions minoritaires maintenant. C'est la place des religions minoritaires qui sont plus particulièrement marquantes. Et c'est dans cette perspective-là qu'il faut envisager l'avenir, à mon avis. C'est les rapports entre ces religions minoritaires et la majorité qui ne participe pas à ces religions minoritaires, et l'égalité de traitement entre ces religions minoritaires.
Et sociologiquement parlant, je continue à le dire, les religions ne sont pas égales. Elles sont inégales à différents points de vue. Et elles sont inégales en termes de visibilité. Et pour l'avenir, je crois que c'est très important pour la paix sociale. Monsieur Rocher, au nom de la Commission, merci beaucoup de votre contribution. Cela dit, la Commission suspend ses travaux jusqu'après les affaires courantes. Merci infiniment.